Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo donc destinée au niveau 6e. Donc on va continuer sur le grand thème de la nutrition. Et on va aborder le chapitre 5, donc les fonctions de nutrition, et notamment les besoins alimentaires. Donc pour aborder ce chapitre, vous pouvez faire l'activité 1, 2, 3 et 4, page 159. Alors je sais, je l'ai déjà fait avec beaucoup de 6e, mais bon, ça fera des révisions. Alors vous faites pause sur la vidéo, vous essayez de faire l'activité sans la correction, et ensuite vous refaites lecture et vous aurez la correction de l'activité. Donc dans l'activité, vous avez 4 questions. Alors je crois que c'est pas toutes, c'est 1, 2, 3, 4, pardon. Vous avez 4 questions. La première, on vous dit de montrer que les aliments sont source d'énergie et de matière pour notre organisme. Donc pour ça, vous avez le document 1, donc le voici. Donc sur ce document 1, on voit une boîte de biscuits, et sur cette boîte de biscuits, il y a un tableau qui est d'ailleurs présent sur tous les aliments que nous pouvons acheter en grande surface. Et dans ce tableau, on a une analyse moyenne des composés de l'aliment. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette analyse moyenne? On a deux grands groupes d'aliments. On a ici ce qu'on appelle l'énergie. Donc l'énergie, c'est l'énergie que va apporter l'aliment sous forme chimique. Et ensuite, on a une partie ici, donc c'est de la matière. Cette matière peut être de la matière grasse, des protéines, des glucides, etc. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit donc que l'aliment va donc forcément être source d'énergie chimique et de matière. Et on peut le lire sur la boîte donc des aliments achetés. Afin de choisir ton petit déjeuner, réalise une comparaison des deux petits déjeuners présentés. Indique alors celui qui te paraît le meilleur pour la santé. Donc là, on avait deux petits déjeuners, donc petit déjeuner 1, petit déjeuner 2. On vous demandait d'abord de comparer ces deux petits déjeuners. Alors pour comparer, c'est assez simple, vous faites ligne par ligne et vous présentez à chaque fois les deux petits déjeuners. Donc le petit déjeuner 1, par exemple, contient 40% de sucre. Le petit déjeuner 2, 60% de sucre. Donc il y a plus de sucre dans le petit déjeuner 2. Ensuite, dans le petit déjeuner 1, nous avons les autres glucides, on a 39%, on en a 26% dans le petit déjeuner 2, ça veut dire qu'il y a plus d'autres glucides dans le petit déjeuner 1. Les matières grasses, on en a 8% dans le petit déjeuner 1 et 9% dans le petit déjeuner 2. Il y a donc plus de matières grasses dans le petit déjeuner 2. Et enfin les protéines, où nous avons 13% dans le petit déjeuner 1 et 5% dans le petit déjeuner 2. Il y a donc plus de protéines dans le petit déjeuner 1. On vous demandait ensuite de choisir quel petit déjeuner était le plus équilibré, le plus adapté. Et il est évident que ce sera plutôt le petit déjeuner 1. La raison, elle est très simple, c'est que ce petit déjeuner va contenir moins de sucre, moins de matières grasses et surtout plus de protéines. Donc vous voyez que en fonction de ce que vous allez consommer, les aliments vont vous apporter des éléments qui vont être dans des proportions différentes. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention aux aliments que vous allez sélectionner, que vous allez choisir de consommer. Alors la question suivante, on vous demande de montrer que les besoins alimentaires varient en fonction de l'âge et de l'activité physique. Alors cette question, c'est pour moi la question la plus importante de l'activité. C'est celle qu'il faut bien comprendre, mais c'est aussi celle qui est la plus subtile. Donc on va commencer par montrer que l'âge fait varier les besoins alimentaires. D'accord? En quelque sorte, hein, c'est ce qui est écrit là. Donc on va prendre le document, donc c'est celui-ci. Alors pourquoi il est subtil? Parce que sur ce document, il y a beaucoup de données, beaucoup de choses. Alors d'abord, je peux dire que ce document, c'est un graphique. Ce graphique représente les besoins énergétiques en kilojoules par jour chez les femmes et chez les hommes. Sauf qu'on a trois groupes. On a un groupe où les personnes, donc femmes ou hommes, seront sédentaires de 30 à 40 ans, un groupe où ce sera des adolescents sédentaires de 16 à 19 ans, et un groupe où ce sera des adolescents pratiquant 1 heure d'activité sportive par jour. Ça veut dire que si on veut commencer à faire des comparaisons pour montrer l'influence du sexe, de l'activité, de l'âge, etc., il faudra bien choisir les groupes que nous allons comparer. Donc la question était de montrer que l'âge, d'abord. On va essayer de montrer que l'âge a une influence. Non pas le sexe, juste l'âge. Ça veut dire qu'on doit rester dans le même sexe. Donc je vais essayer de voir chez la femme, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas deux histogrammes qui vont comparer des âges différents. Alors on vérifie. Ici j'ai une femme sédentaire, ici j'ai un adolescent sédentaire. Ah, c'est plutôt bon signe. Ils sont tous les deux sédentaires. Vous voyez que j'ai la même activité physique. Sédentaire, ça veut dire qu'ils font pas beaucoup d'activité physique, qui vont rester longtemps assis, etc. Donc j'ai la même activité physique pour les deux. La seule chose qui change entre ces deux histogrammes,
c'est l'âge. Ici, j'ai 30 ans, ici, j'ai 16 ans. Enfin, 30, 40 et 16, 19. Qu'est-ce que je vois donc? Donc, je vois que un adolescent sédentaire de 16 à 19 ans a un besoin énergétique de 9800 kJ par jour, alors qu'un adulte sédentaire aura un besoin énergétique de 8400 kJ par jour. Je peux donc dire que un jeune individu a plus de besoins énergétiques qu'un individu plus âgé. Alors je peux faire la même remarque au niveau des garçons, hein. Quand on compare un homme sédentaire et un adolescent sédentaire, on a la même chose. C'est plus fort chez les adolescents que chez les adultes. Moralité de l'histoire, quand on est adolescent, on a donc plus de besoins énergétiques que lorsqu'on est adulte. La question suivante, on vous demandait de montrer... la suite de la question, c'est montrer que l'activité physique allait avoir une influence. Donc on va essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas des courbes où on va comparer des personnes de même sexe, de même âge, mais d'activités physiques différentes. Alors ici, on va reprendre chez la femme, hein. Ici j'ai une femme sédentaire. Ok, donc elle ne fait pas d'activité. Ici j'ai un adolescent sédentaire, pas d'activité, donc aucun rapport avec ce qu'on recherche. Ici j'ai adolescent pratiquant 1 heure de sport. Ah, là il y a deux choses qui changent. Entre ces deux histogrammes, j'ai le fait que c'est une femme, le fait que c'est un adolescent, le fait que c'est sédentaire et le fait qu'il fait du sport. Donc là, je ne peux pas utiliser ces deux histogrammes. Par contre, si je prends adolescent sédentaire et que je le compare à adolescent sportif, alors là, ça fonctionne. J'ai bien deux adolescents, donc c'est le même âge. C'est deux filles, donc tout va bien. La seule différence que j'aurai entre les deux, c'est juste qu'elle est sédentaire et qu'elle est sportive. Alors qu'est-ce que je remarque du coup? Chez les sportifs, nous avons un besoin énergétique de 10 800 kJ par jour, alors que chez un sédentaire, nous avons un besoin énergétique de 9 800 kJ par jour. On a donc un besoin plus important chez une personne sportive. Même remarque chez les garçons, on voit que un sportif va avoir 12 800 kJ de besoin par jour, alors qu'un sédentaire 10 400, donc un sédentaire a moins de besoins ou un sportif a plus de besoins énergétiques par jour. Vous voyez donc que le piège dans ce document, c'est de bien choisir les histogrammes que vous allez comparer. Pour que ça fonctionne, il faut s'assurer qu'on n'ait qu'un seul élément qui change entre mes deux histogrammes. Si vous prenez des histogrammes où on a trop de facteurs qui sont différents, on ne pourra pas savoir pour quelle raison il y a une différence. D'accord ? Donc il faut à tout prix choisir des courbes, des histogrammes, où je vais avoir qu'une seule différence entre les deux. Alors on a déjà vu cette idée-là en AP. Quand on a mis en place les démarches expérimentales, on a bien vu que si entre deux expériences, ou entre mon témoin et mon expérience, si j'ai beaucoup de modifications, si j'ai deux modifications, à la fin, si j'ai des résultats différents, je ne pourrai pas savoir pourquoi ces résultats sont différents entre mon témoin et mon expérience. Donc, entre un témoin d'une expérience et l'expérience à proprement parler, il faut à tout prix qu'il y ait une seule différence, un seul facteur qui va changer. Là, c'est pareil. Entre mes deux courbes que je vais comparer, il me faut à chaque fois un seul facteur qui change. Alors, vous aurez un document similaire lors d'un devoir. Alors, je vais essayer de le construire et de vous envoyer un lien dans la semaine ou la semaine prochaine. Et où il faudra réussir à réutiliser, à réexploiter en fait ce document ou un document similaire avec plusieurs courbes, avec plusieurs facteurs. D'accord ? Donc, il faut bien comprendre cette histoire de choix de la bonne courbe pour parler du bon facteur. On vous demande ensuite d'expliquer pour quelles raisons nous avons des besoins alimentaires différents. Alors, on l'a vu dans l'activité, on a des besoins alimentaires différents pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on n'a pas la même activité, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même sexe. Et donc, forcément, il faut adapter ce qu'on va consommer en fonction de nos besoins alimentaires. Si jamais on n'adapte pas, alors imaginez que moi, je suis un homme, que je suis sédentaire et que je consomme l'énergie que devrait consommer un homme sportif. Donc évidemment, je consomme trop d'énergie, donc trop de calories, trop d'éléments. Et comme je consomme trop d'éléments, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais stocker ces éléments, puisque je ne vais pas les utiliser. Je vais donc avoir une maladie qu'on appelle l'obésité. Et cette obésité, elle peut être très légère au début, donc c'est juste du surpoids. Mais assez rapidement, on peut tomber dans une maladie dans laquelle il est difficile de s'en sortir. Il faudra ensuite voir des nutritionnistes pour réadapter les besoins alimentaires que je vais avoir avec les apports que je vais donner lors de mon alimentation.
Alors, il y a d'autres maladies hein, que l'obésité. On peut faire du cholestérol, par exemple, si on mange beaucoup de gras. Donc, vous voyez que si je surconsomme des éléments, eh ben, je vais avoir des maladies. Alors, qu'est-ce qui se passe si je sous-consomme? Imaginez qu'au contraire, je suis sportif, mais je me nourris comme quelqu'un qui est sédentaire. Comme quelqu'un qui... Enfin, je me nourris la quantité de quelqu'un qui est sédentaire. Donc, ça veut dire que je ne mange pas suffisamment. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va être un petit peu l'inverse, mais la finalité sera la même. Je vais donc avoir encore un déséquilibre alimentaire. Je vais maigrir, sauf qu'une maigreur peut induire des maladies. Alors, la maladie la plus... Enfin, la moins extrême, ça va être des carences. Donc, il va me manquer des éléments. Je vais me manquer, je sais pas, de calcium, par exemple. Donc, j'aurai les os qui seront fragiles. Je vais manquer de vitamines. Enfin, bon, il va me manquer des éléments. Mais le stade ultime de cette carence-là, c'est une autre maladie qu'il faut ensuite soigner grâce à des médecins, qu'on appelle l'anorexie. Donc l'anorexie, c'est vraiment une maladie. C'est une maladie parce qu'au début, c'est un régime, et petit à petit, on va glisser dans une déformation du cerveau qui va nous faire tomber malade. Et là, il faut s'en sortir avec des nutritionnistes, mais aussi avec des psychologues, avec des médecins spécialistes. Alors j'ai une... Non, c'est pas ça... Donc le bilan, donc cette vidéo, j'en parlerai pas, je vais vous la remontrer en 5e. Et voilà, comme c'est annexe au cours, on en parlera en 5e, et puis voilà, il faut que vous puissiez interagir. Donc il n'y a pas trop d'intérêt de le faire dans une vidéo. Donc en bilan, vous pouvez écrire que les aliments sont une source d'énergie et de matière pour notre corps. Les aliments fournissent à notre corps des glucides, les sucres, des lipides, des graisses et des protéines. Alors on a déjà vu ces termes, hein, glucides, lipides. La quantité d'énergie et la teneur en protéines, lipides et glucides varient en fonction des aliments. Les besoins en aliments des êtres humains sont variables, ils dépendent notamment de l'activité physique et de l'âge. Nous devons adapter notre alimentation à nos besoins. Une alimentation déséquilibrée provoque l'apparition de maladies comme le diabète, l'obésité ou encore des carences et de l'anorexie. Ah oui, j'ai pas parlé du diabète. Alors, le diabète, c'est une maladie qui est très 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 répandue à La Réunion. Il y a différents types de diabète, hein, mais très souvent, quand on l'a pas à la naissance, hein, ce diabète va apparaître un peu plus vieux, et il est lié notamment à une surconsommation de sucre. Plus on consomme de sucre, plus l'organe qui doit gérer le sucre va fonctionner, et au bout d'un moment, il ne peut plus fonctionner correctement, et on va développer un diabète. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut absolument adapter les apports journaliers caloriques à nos besoins réels de calories, et non pas surconsommer ou sous-consommer les aliments. Donc ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Nous verrons le devenir des aliments dans l'organisme. En gros, c'est comment est-ce qu'on passe d'un aliment à quelque chose qui va être utilisé par le corps. Voilà, bon travail à vous.